Je me définis comme journaliste caricaturiste car c'est la formation que j'ai reçue. Être bédéiste, c'est consacrer la majorité de son temps à la bande dessinée, ce qui n'est pas le cas pour moi, malgré les centaines de planches de Góorgóorlu réalisées entre autres. Je suis journaliste caricaturiste et j'ai commencé par le politicien, donc à l'issue d'un concours où je suis sorti premier lauréat de ce concours. Et à l'issue de ce concours, pour commencer le travail, avant de commencer le travail au niveau du politicien, continuer le travail parce qu'on avait déjà commencé. Et j'ai été envoyé en stage au journal français, Le Canard enchaîné, que tout le monde connaît, bon, qui est une bible hein, pour tout ce qui est la presse satirique. Quand on dit presse satirique, c'est un genre un peu différent du genre standard, la presse. Donc là, mais au niveau de ce journal, il fallait allier donc un journal satirique. Ça allie le dessin, la caricature et le texte et l'écrit. Et donc moi, je faisais pratiquement les premiers dessins, les dessins de une en quelque sorte, les dessins éditoriaux en fait au niveau du journal. Et ceci donc nous avons travaillé, j'ai travaillé dans ce journal jusqu'en 1987. À l'issue d'un petit différend que nous avons eu avec notre ancien patron, bon, nous avons quitté le journal. Donc moi et un groupe de journalistes et dessinateurs, nous avons quitté le journal pour créer un autre journal à côté qui s'appelle le Cafard Libéré en 87. Et c'est au niveau du Cafard Libéré que j'ai commencé à côté donc des dessins de presse. J'ai commencé à faire de la bande dessinée en fait. Parce que en fait c'est quelque chose que je voulais faire depuis déjà. Quand j'étais au lycée et à l'université, durant les grandes vacances, beaucoup plus au lycée, durant les grandes vacances, je m'essayais à la bande dessinée. Parce que je suis quelqu'un qui aime raconter des histoires. Et je le faisais déjà bon, avec les textes, au niveau de l'école, de l'université, du lycée. Je sais que, bon, en matière de dissertation et tout, bon, je sais que j'étais... Bon, j'allais dire que je n'étais pas nul à ce niveau. Et c'est ça en fait que j'ai transféré sur la bande dessinée. J'ai dit, bon, j'aime raconter les histoires, mais si je peux accompagner les histoires par les dessins, ce serait encore mieux. En fait, c'est ce que j'ai essayé de faire avec Góorgóorlu. Et dès le deuxième numéro du journal Le Cafard Libéré, j'ai fait une petite histoire avec Góorgóorlu. Quelque chose en fait qui sommeillait en moi déjà. La première histoire est sortie donc dans le deuxième numéro du Cafard Libéré et c'est ainsi que Góorgóorlu est né. Bon, et moi personnellement, je l'avoue, je ne savais pas trop déjà où ça allait me mener. J'ai commencé la première histoire et puis bon, je ne voyais pas encore la sortie. Au niveau du journal, effectivement, donc on faisait le travail et moi je faisais les dessins éditoriaux. Et c'est après,
quand nous avons quitté effectivement donc, le politicien, en 87, nous avons lancé le Cafard Libéré. Je disais que c'est à ce niveau que j'ai lancé le personnage Gorgorlou, mais j'ai commencé à faire de premières planches. Mais la suite, je ne voyais pas trop encore c'est quoi. Je n'avais pas encore cerné le personnage. Et c'est au niveau du journal, donc mes confrères, mes collègues en fait, qui me disaient, bon, parce qu'à un moment je voulais arrêter en fait. Je ne savais pas trop là, comment ça va finir. J'ai voulu arrêter, mais mes collègues m'ont dit, mais tu sais, le journal Le Cafard, c'est un défi que nous avons lancé. Si on arrête, on voit déjà s'il y a Gorgorlou qui accroche. Si tu arrêtes, bon, ça va mettre en péril en fait le journal. Et c'est comme ça que je me suis creusé l'esprit pour trouver la suite. Et de critique en critique, comment ça va terminer, comment Gorgorlou va faire, la suite ce sera quoi, parce que c'était des histoires à suivre. Et en fait, en me posant des questions, en me demandant comment ça va faire, en fait c'est ça qui m'inspirait, qui me donnait la solution en quelque sorte. En remarque, de critique en critique, positive bien sûr, j'ai trouvé la voie. Et aujourd'hui, des années après, depuis 87 à ce jour, je pense que quand même j'ai trouvé la voie. Je sais comment maintenant construire un scénario de Gorgorlou et comment m'en sortir. Parce qu'en fait, finalement, c'est la population, les lecteurs, tout le monde qui me donne des idées, quoi. Et finalement, aujourd'hui, je peux dire que j'ai trouvé la voie. Je m'appelle Alphonse Mendy, à l'état civil. Mais mon nom d'artiste, c'est Tété Fonce. Un nom que j'ai adopté pour signer mes œuvres quand j'ai commencé à faire de la bande dessinée au niveau du journal Le Cafard Libéré. Cela date déjà de 1975. Et ce nom vient du mouvement CVAV. C'est un mouvement d'action catholique. Donc, c'est à l'occasion d'une manifestation que nous avons eue à Kizito, c'est-à-dire à Popenguine, que j'ai adopté ce nom. Parce qu'un ancien du mouvement donc, faisait partie de cette manifestation et il s'appelait Alphonse. Mais durant ce séjour d'une semaine que nous avons eu là-bas, tout le monde l'appelait Tonton Fonce. Et moi, m'appelant aussi Alphonse, bon, j'ai dit, bon, pour chahuter, puis j'ai dit, donc, moi aussi, hein, il faut m'appeler Tonton Fonce. Et vous savez, en 75, bon, j'allais dire que j'avais pas encore l'âge d'un tonton, mais voilà. Et ce nom, je l'ai adopté. Et quand j'ai commencé à signer mes œuvres en 1982, des années après, j'ai cherché un pseudonyme, un nom d'artiste, comme le font tous les artistes. J'ai commencé à signer mes œuvres par carrément Tonton Fonce. Au fur et à mesure que je travaillais, que je faisais mes œuvres, que j'évoluais,
j'ai trouvé que Tonton Fonce était un peu lourd. Donc j'ai remplacé le Tonton par TT, les deux T de Tonton. Et c'est ce nom que j'ai adopté pour signer mes œuvres. Voilà d'où vient le nom Tonton, sinon Tété Fonce. Voilà. Donc ça c'est pour l'histoire. De 87 à 2001, vu le succès que le personnage Gorgorlu a eu au niveau de la population, au niveau des lecteurs, au niveau, j'allais dire, de tout le monde, hein, même en dehors du Sénégal, j'ai été contacté par le DG de la RTS de l'époque, en l'occurrence Matar Sylla, qui m'a dit, bon, nous voulons, moi je veux, lui qui parle, moi je veux égayer un peu la télévision. Est-ce qu'on ne pourrait pas adapter Gorgorlu à la télévision? Alors là j'ai dit, pourquoi pas, parce que c'est un souhait que j'ai toujours eu, et je l'ai même dit au niveau de certains organes de presse, j'aimerais bien. Voilà, il m'a dit donc dans ce cas, on va le faire. Voilà, c'est comme ça. Bon, lui, c'est lui qui a contacté en fait Moussa Sen Absa. Et Moussa Sen Absa, en tant que réalisateur, a fait le casting pour trouver les comédiens, notamment Sen Sen et Habib Diop, Baye Eli et les autres. Et je rends hommage et je m'incline devant la mémoire de certains qui sont partis, qui étaient donc des comédiens dans la série Gorgorlu. Il les a contactés et nous avons lancé le projet a été lancé, donc produit par la RTS et moi-même bien sûr. Donc voilà, et ça a commencé en 81. Voilà comment la série Gorgorlu a commencé. Et Gorgorlu, du papier, il est passé, la série Gorgorlu, donc il est passé donc du papier à l'écran. Assalamualaikum. Yak len ba ngeen taal. Ko ma yoon ba xulo ngeen ci marché ba pare bayyi ma li ma yak ci marché bi dégg na. Xaaral ma ñëw. Bayyi ma tranquillement ba fekk sama bir ñëw damay di problème. Li ngay wax bayyi ma rek. Voilà, loolu am soxla wax na. Man sax nag li ngay wax waxuma ko. Dama yor lu ma doy sëkk caq ak dara. Xew mu rëy laam. Te nag xalaatuma ko kenn ku dul ci yow. Comme yaay meeru mbootaay bi. te yor natt bi bo yegale xana bala nga xil fel gëmu samba bu ko yegale nak la won rek mo ñu wat man la ma la waxon surtout tri amu men yow yaay mu jënat ay budina wala gatt na moy natt legi mom yak jeexna bi xey 4 heures du matin fukki weer ak ñaar nga diko liggéey benn bés ñu nga yak mu ñax tak lool jaxal Sénégal les kay ñak jariñu rek sabab jariñu waaw yow xam war nga fa li bu doon sama bëss doom duma ci sonn sama ñu ci de waay bi samay waaju laqku legi sama tante lañ ma bayil ak sama papa ju ndaw sama papa ju ndaw di ngenté ñu jël lépp gal mako fim ne ma fay góor di fa jigéen defal na ne ma ngi ludul jeex nak marché bi may xey sama yoon newu ci lool gudduna wala gatt dal waye man ñak ina liggéey dal boko tax jog liggéey la koy def liggéey lay def mama tax génn na tam te nga bayyi ma nak bayyi jeeg do la jox nat joxuma dara jeeg da kafo la kafo mo yow da nga ma sa xamé kaf man. Et voilà comment 15 ans après la population a découvert Gorgorlu sur le petit écran. D'autres l'avaient déjà découvert sur le papier, mais le journal, le Cafard Libéré, vous savez, c'est pas tout le monde qui lit le journal, sinon bon, tout le monde ne peut pas, bon, n'a pas le journal. Et donc du jour au lendemain, de 87 en 2001, Gorgorlu est devenu vraiment, c'est comme s'il venait de naître à l'écran. Donc c'est comme ça que je veux dire, les gens qui ont découvert, le champ s'est élargi. Et voilà, il est devenu beaucoup plus célèbre et puis les gens en parlent et voilà jusqu'à aujourd'hui. Bon maintenant, je pense que les gens qui suivent, qui vont suivre ça, qui vont entendre ça, comprennent ce qu'est devenu Gorgorlu, un phénomène sur le petit écran. Jusqu'à ce jour, Gorgorlu, avec l'aura qu'il a, avec sa célébrité et tout, je peux dire que l'État sénégalais n'est pas au courant.
c'est comme s'il n'est pas au courant. Et je sais que bon, personne aujourd'hui dans ce Sénégal, même en dehors du Sénégal, ne peut dire qu'il ne connaît pas Goor Goorlu. Par ma modeste personne, ce personnage a été créé, mais ça, je dis toujours que c'est l'œuvre du bon Dieu. Parce que c'est Dieu qui donne à tout le monde, la possibilité de créer. Voilà. En fait, ce Goor Goorlu, bon, en fait, il y a le réalisateur, il y a le producteur, la RTS, et il y a aussi les sponsors. Et notamment, c'était le sponsor, la première série de Goor Goorlu, c'était avec Aïdous, je pense, c'était Aïdous, ouais, du lait là, qui est à Yara. C'est lui qui finançait. Bon, peut-être que les fonds qui ont été alloués n'étaient pas suffisants, mais en tout cas, moi, officiellement, je n'ai été informé de rien. Que ce soit Mama Dior elle-même, que ce soit Moussa Sen, que ce soit les comédiens, personne ne m'a dit que l'ancien Premier ministre nous a financé la série. N'empêche quand même que ça a continué. Il y a eu la série, la première saison, parce qu'une saison de Goor Goorlu c'est 240 épisodes. C'est comme ça, on a eu la première saison, la deuxième saison, et voilà, avec la deuxième saison quand même ça, bon, c'était pas, bon, il y a eu quelques problèmes et on a été obligé de, en fait pour la deuxième saison, il y a un autre privé. Il y a un autre privé qui s'est présenté pour continuer la série. Et c'est ce privé-là qui a financé, notamment, si je peux le nommer, Moussa Mboup. Moussa Mboup, la famille Mboup. Donc c'est lui qui a financé en fait la deuxième saison de Goor Goorlu. Et donc on a eu ces deux saisons. Et après cette deuxième saison, la RTS est revenue à la charge, disant que c'est la RTS, c'est elle qui a initié le produit, la série Goor Goorlu. Il n'est pas question que quelqu'un d'autre lui prenne ça. Et c'est comme ça que la RTS m'a recontacté, parce que la première saison, bon, si on veut faire des finances, vraiment ça n'a pas généré, à mon niveau, ça n'a pas généré beaucoup de finances à moi. Mais bon. Et donc pour la troisième saison, la RTS donc est revenue à la charge pour faire la troisième saison. La RTS m'a recontacté, mais moi je n'étais pas chaud. Sachant déjà ce qui s'est passé avec la première saison, les problèmes que j'ai eus pour l'argent et tout, voilà. Donc j'ai refusé. Et on m'a fait la cour. On ne m'a pas laissé tranquille. Donc jusqu'à ce que je signe un deuxième contrat, donc qui est bon pour la troisième saison de Goor Goorlu avec la RTS. On a signé et malheureusement pour moi et pour le public et pour tout le monde, on n'a jamais commencé à tourner pour la troisième saison. Voilà. Donc parce que pour faire cette troisième saison, j'avais demandé à la RTS de financer, d'avancer l'argent, et on a commencé. Il y a une somme qui a été versée, mais ça n'a pas prospéré. Et finalement, le contrat, j'attendais, bon, qu'on signe le contrat, on n'avait pas encore signé, qu'on signe le contrat. J'ai demandé ce qu'on me donne l'argent pour commencer l'écriture. Parce qu'il faut rappeler que avec la première saison et la deuxième, j'ai pratiquement épuisé les histoires de Goor Goorlu qui sont dans les albums. Il fallait maintenant écrire de nouvelles histoires. Et c'est pour ça que j'ai demandé à ce qu'on me finance, qu'on me donne de l'argent pour pouvoir écrire. J'ai commencé l'écriture, je n'ai pas reçu l'argent, j'ai commencé l'écriture, mais jusqu'à aujourd'hui, 2023, je n'ai pas reçu un rond de la RTS. Et j'ai ici, je vais même vous le montrer, hein, parce que là j'ai une photo de l'actuel président, de Macky Sall, du président,
Donc, où je commençais à lui exposer le problème. Mais bon, les conseillers, le protocole m'a demandé, bon, disons en quelque sorte, de ne pas en parler, qu'on allait en parler, mais ça n'a pas abouti. Et jusqu'à aujourd'hui, je cours derrière l'argent que me doit la RTS. Ça, je veux bien que ça soit clair. Voilà, parce que, bon, c'est vrai que Goro est célèbre, il est connu. Les gens disent certainement comment l'État ou bien les gens m'ont donné des millions et des millions, mais bon, voilà. Avec Gorgorlou, je rends grâce à Dieu. Gorgorlou m'a fait voyager. M'a fait voyager à travers bon, beaucoup de pays, le monde, mais je veux dire quand même beaucoup de pays. J'ai eu à participer à une exposition en France, bien sûr, en Belgique, en Italie, en Roumanie, en Afrique du Sud, même ici au Cap-Vert. Donc pour dire que quand même Gorgorlou m'a fait voyager dans beaucoup de pays. Donc, et durant ces voyages, ces expositions, Gorgorlou est toujours cité en exemple. En disant que, bon, comme je l'ai dit tout à l'heure, les gens disent certainement que j'ai beaucoup d'argent. Donc moi, un bédéiste, bon, moi je suis une exception. C'est ce que mes collègues disent, hein, mes confrères disent que moi je suis une exception dans ce domaine. Parce qu'il y a des pays ici, notamment la Côte d'Ivoire, le Congo, la RDC, donc, où il y a beaucoup plus de dessinateurs, de bédéistes. Mais au Sénégal, on n'a pas beaucoup de bédéistes. Bon, connus. On a des dessinateurs, on a des bédéistes qui sont là, mais pas aussi nombreux que dans les pays que je viens de citer, la Côte d'Ivoire, le Congo et tout et tout. Donc, et durant donc, ces expositions, Gorgorlou est toujours cité en exemple. Pour dire que quand même Gorgorlou, même s'ils sont, bon, à travers lui, l'auteur est connu, mais bon, ici, peut-être Gorgorlou on le connaît, mais beaucoup ne connaissent pas l'auteur. Beaucoup, quand je dis ne connaissent pas, bon, vous voyez ce que je veux dire. Même ce que je viens de dire par rapport au nom, la signature, beaucoup ne le savent pas. Pour dire que bon, pour moi, c'est pas le plus important. Je pense que le plus important, c'est l'œuvre de la personne. Parce que la personne, l'auteur, il est dans l'œuvre, il est derrière l'œuvre. Donc, si on creuse, bien sûr, on va retrouver l'auteur. Mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est l'œuvre elle-même. Parce que quel que soit ça, on est tous des mortels. Nous allons un jour ou l'autre, on ne serons plus là. Mais je pense que l'œuvre telle qu'elle est aujourd'hui, je peux dire qu'elle est éternelle. Elle sera éternelle. Donc voilà. Mais durant ces expos, on parle de nos œuvres. Et comme je l'ai dit tout à l'heure avec le PANAF à Alger, où j'ai coordonné en fait ce travail de 300 pages. 300 pages des dessins des bédéistes, donc 300 pages, et ça nous a donné cette œuvre-là. Voilà. Tété Fonce, est-ce que vous pouvez nous en dire davantage, puisqu'il s'agit quand même, il y a, je crois, plus de 200 pages? Tout à fait. En fait, l'album va faire plus de 300 pages, Lilia. Et nous avons retenu comme thème, donc depuis octobre, des messages, des mails par l'équipe de Dalida et Mekbel, Nazim, et toute son équipe. Nous avons échangé et il a été retenu de faire un album sur le thème des contes et légendes. Vous savez que ça, c'est un patrimoine, c'est notre patrimoine. Et donc, plus de 67 bédéistes africains de différentes nationalités ont envoyé des contes et nous avons travaillé en atelier depuis qu'on est arrivé donc, ici à Alger. Et c'est ça qui va faire en fait le contenu de cet album qui va sortir en fin de semaine. Donc vous voyez mesdames et messieurs, ce qui nous réunit ce soir est très très fort. Un album sur les contes et légendes de l'Afrique. La bande dessinée contre l'Afrique. Et donc c'est un document, c'est un album qui regroupe une quinzaine d'auteurs de bande dessinée. Voilà, donc de différentes nationalités.
Et une fois sur place, bon, j'allais dire une fois sur place avec mon expérience de journaliste au niveau du journal, parce qu'en dehors de la BD, des dessins, je faisais aussi la mise en page du journal et tout et tout. Donc ça déjà c'est une autre activité. Et c'est cette activité au niveau du journal Le Cafari Libéré qui m'a permis, quand j'en ai parlé, on m'a dit dans ce cas, vous allez coordonner cet album-là. Alors que moi j'étais juste allé pour livrer mes œuvres et je l'ai coordonné et Dieu merci, je pense après 15 jours d'atelier, nous sommes sortis avec cet album-là. Et en plus de sortir cet album, bon ça c'est une anecdote que je vais raconter parce qu'en plus de sortir cet album, je suis devenu, j'ai été MC durant cet événement. Parce que là, c'est parce que ce que je faisais avec les enfants au niveau du CVAV, du mouvement CVAV, je suis devenu, j'ai été MC, je suis présenté à la tribune pour présenter l'album. Bon voilà, ça c'est pour dire que quand même, rien n'est perdu. Ce que j'ai fait au niveau du mouvement, ça m'a beaucoup servi dans mon travail, ça me sert beaucoup même jusqu'à aujourd'hui, ça sert dans mon travail. Donc nous venons de fêter disons les 100 ans du mouvement justement, les 50 ans du mouvement ici à Notre-Dame-de-Joie l'autre semaine, bon, où j'étais invité, voilà et tout, donc voilà. Gorgorlou c'est vous, c'est moi, c'est tout le monde. C'est une caricature, j'allais dire de l'homme africain, parce que c'est quand même un Africain. Et quand on regarde bien Gorgorlou, on voit les traits dominants chez le personnage, et c'est l'Africain. Donc maintenant ça c'est côté physique, voilà. Maintenant pour ce que Gorgorlou véhicule, je crois que c'est une satire sociale, donc c'est la vie quotidienne. C'est une satire sociale. Quand je dis satire, c'est-à-dire on caricature en fait un peu le vécu quotidien des Sénégalais. Seulement on caricature, mais elle n'est pas caricaturée à 100%. C'est une caricature, mais quand même une dose, c'est bien dosé, une dose beaucoup plus, peut-être pas à 100%, mais peut-être à 80%, c'est la réalité. Ça, je pense c'est pourquoi, c'est ce qui fait peut-être le succès du personnage, parce que tout le monde s'y retrouve. Tout le monde s'y retrouve. Et pour ça, pour arriver à ça, comme je l'ai dit un peu plus haut, il fallait trouver une astuce pour créer les histoires, les scénarios de Gorgorlou. Et pour ça, j'écoute, je suis un observateur de ma société, j'écoute, je regarde, j'analyse, et en fait maintenant, vous voyez la femme quand elle cuisine, elle prend quoi? Il y a l'eau, il y a le sel, il y a les condiments, diakatou, soblé et tout. Et maintenant, elle nous prépare quelque chose qu'on peut manger. C'est aussi bien, voilà un peu l'image. C'est aussi bien, voilà comment je concocte Gorgorlou. J'écoute, j'entends parfois, vous pouvez parler, bon, sans vous en rendre compte, vous me donnez une idée. Vous m'inspirez. Vous me donnez la solution à la suite de l'histoire, sans vous en rendre compte. Donc pour dire quand même que, en fait, l'histoire, j'allais dire que bon, ce sont nos histoires, mais même si nous créons, mais au fond nous n'inventons pas. Nous ne faisons que restituer ce que nous vivons. Que ce soit moi, que ce soit vous, que ce soit tout le monde, chacun s'y retrouve. Donc c'est pourquoi je dis toujours que Gorgorlou, c'est le miroir. C'est le miroir de la société sénégalaise. On le dit souvent, l'Afrique est très mal connue. Notre Afrique. Parfois, nous-mêmes qui sommes africains, je vais au-delà du Sénégal, hein, nous-mêmes qui sommes africains, nous ne connaissons pas bien notre Afrique. Et la preuve, avec Gorgorlou, les gens se découvrent. À travers Gorgorlou, on peut, avec la bande dessinée, je veux dire, nous pouvons mieux faire connaître, mieux nous faire connaître
nous connaître, nous déjà en tant qu'Africains, et mieux faire connaître l'Afrique, en dehors de l'Afrique bien sûr, aux autres. Donc la bande dessinée a une porte qui est largement ouverte. Il suffit maintenant de s'y engouffrer par la bande dessinée pour faire connaître nos réalités, notre histoire, tout ce que nous voulons. La bande dessinée, vous savez, j'allais dire qu'elle est libre. On peut y faire passer beaucoup de choses. Seulement, le problème en Afrique, pour le moment, pour nous les BDistes, la bande dessinée, c'est le dessin, c'est le texte, c'est les deux, il faut allier les deux, le texte et le dessin. Parfois, ceux qui savent bien dessiner, c'est pas évident qu'ils peuvent aussi faire en même temps les textes. Et c'est ça, parfois, ça qui fait défaut. Il y a des dessinateurs, mais il n'y a pas de scénaristes. Il n'y a pas toujours beaucoup de scénaristes. Il y a des jeunes qui sont très talentueux en dessin, c'est sûr. Parce qu'il y a des jeunes qui sortent des beaux-arts, qui sortent des écoles et tout. Mais, même s'ils veulent continuer ou bien gagner même leur vie à travers le dessin, il n'y a pas toujours, si c'est la BD, les scénaristes. Et c'est ça qui fait défaut. C'est ça qui fait défaut. Si beaucoup d'écrivains regardaient un peu derrière pour donner des scénarios à des dessinateurs et tout, peut-être que ça aiderait beaucoup la bande dessinée à se développer. Mais la porte est là. Je ne pense pas que la bande dessinée puisse avoir des problèmes plus tard parce qu'il y a des marchés, les marchés sont là. Seulement, bon, il n'est pas développé, on ne développe pas le marché. Mais la bande dessinée, bon, je prends l'exemple de Gorgorou. Hein. Moi, au départ, moi qui vous parle, j'y croyais pas trop. Mais je peux dire quand même qu'à travers ce personnage, bon, ça m'a nourri. Voilà, ça m'a nourri. Le village, effectivement, moi qui vous parle, je suis très à cheval sur ma culture. Et ça, je le revendique partout. Je suis très à cheval sur ma culture parce que d'abord, je suis un homme de culture. Et la preuve, voilà, je crois que Gorgorou en est la preuve palpable. Voilà. Et je dis toujours, et je le crie haut, hein, je suis africain, je suis noir, je suis sénégalais, je suis manjac, je suis catholique et je suis pikinois. Parce que je ne suis pas né à Pékin, mais j'ai grandi à Pékin. Je suis un homme de la banlieue. Et je porte beaucoup d'importance à mon village. Si j'y vais souvent, bien sûr j'y vais souvent. Mon premier voyage au village date de 81. Je suis né à Dakar bien sûr, mais mon premier contact avec le village c'est en 81. Et j'ai pris l'initiative personnelle d'y aller sans être accompagné ni rien. Voilà. Et donc mon dernier voyage, bon, date de 2017, c'est vrai que ça fait déjà 2017-2023, bon, c'est pas beaucoup, mais c'est beaucoup, c'est pas beaucoup. Mais donc, mais indépendamment du voyage au village, nous ici au Sénégal, nous qui sommes ressortissants
de ce village, nous avons notre association ici qui regroupe tous les ressortissants de ce village. Il faut dire que en fait le village se trouve, tous les Manjaak ont leur village en Guinée-Bissau d'origine. Même si on parle de la Casamance et autres, mais nos villages traditionnels d'origine se trouvent de l'autre côté, de la frontière. Donc on est en Guinée-Bissau. Et c'est là-bas que bon, nous, vous voyez souvent, je ne sais pas, les Manjaak, un Manjaak te dit moi je vais au village, mais c'est ça. Parce qu'on ne peut pas couper la racine, cette racine qu'on a avec le village. Toute personne qui coupe ses racines avec, bon, disons, ses origines, je peux dire que a beaucoup de chances de se perdre dans la nature, dans le monde. Et chez les Manjaak, couper ses racines avec le village, c'est pas bien vu. Ça peut avoir des conséquences. Nous avons eu une cérémonie traditionnelle avec les femmes du village. Donc ça s'est déroulé au village où ça s'est très bien passé. Bon, voilà, pour dire que moi qui vous parle, moi, je suis vraiment, je ne suis pas quelqu'un qui tourne le dos au village. Je pense que les jeunes sont un peu perdus parce que nous vivons aujourd'hui dans un environnement et peut-être qu'ils ont du mal à se retrouver parce qu'on a aujourd'hui beaucoup de réseaux sociaux et les jeunes sont trop versés, trop versés dans les réseaux sociaux. Parfois même jusqu'à oublier la famille. Parce que nous qui ne sommes plus jeunes, nous avons, de notre temps, on faisait des jeux entre nous. Je me rappelle ici, à la maison familiale, à Gonas, le soir, on se regroupait pour faire un peu de théâtre, un peu de danse, simuler, faire des jeux. Et jusqu'à une heure dans la nuit, chacun rentre chez lui, tranquillement. Et on se donnait le temps de discuter et de parler avec nos parents. Mais aujourd'hui, ce qu'on voit, les jeunes sont beaucoup plus sur les réseaux sociaux, les portables, les ordinateurs, les machines et tout. Et ils n'ont pas le temps de, non seulement entre eux déjà, de se parler entre eux. Sans même parler avec les parents. Donc ça, avec les parents quand même, je pense que c'est ça qui nous permettait d'avoir certains repères. Mais aujourd'hui, les yeux des jeunes sont tournés vers l'extérieur, carrément vers l'extérieur. C'est pourquoi ce qu'ils voient à l'extérieur, pour eux, c'est le paradis. Il faut aller là-bas pour bien vivre, pour bien manger, pour bien travailler. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. C'est des mirages. C'est pourquoi aujourd'hui, on voit beaucoup de jeunes qui veulent aller voir ailleurs pour trouver un mieux-être. Et c'est ce qui amène, en fait, tous ces malheurs que nous connaissons aujourd'hui. Et c'est vraiment malheureux. C'est vraiment malheureux de voir tous ces jeunes qui se perdent en mer, qui sont connus, qui se perdent en mer et qui sont connus. Et ceux qui ne sont même pas connus, qui sont perdus en mer, il y a des familles qui te disent, moi, mon enfant, comme ça, on n'a plus de ces nouvelles. Qu'est-ce qu'il est devenu? De là où vous venez, je crois, d'où elle vient, de Mboro, d'Arkoudou, c'est tout et tout. On a vu ce qui s'est passé là-bas. Et des familles qui sont toujours là à l'attente de voir peut-être surgir quelque part leur enfant. Alors que là, après des jours, des semaines,
ce n'est plus, j'allais dire que, à moins qu'ils arrivent quelque part et qu'ils... Mais là, c'est moins... Voilà, donc c'est pour dire que les jeunes ont perdu le repère. Donc c'est à nous les parents de les conscientiser. Parce que quand on voit des parents qui encouragent leurs enfants à aller trouver du mieux-être ailleurs, je pense que... Parce qu'il y a beaucoup de risques dans ces voyages. Ceux qui restent en Afrique en attente d'aller en Europe et qui se perdent là-bas, qui meurent là-bas, les familles qui sont là, qui attendent, mais je pense que ça, c'est un drame. C'est un drame. Donc là, moi, je demande aux jeunes de revenir, en fait, j'allais dire, de revenir avec l'esprit sur terre. Comme disent certains, on peut réussir ici en Afrique. Même si on ne réussit pas, il ne sert à rien de pouvoir forcer les choses et partir. Parce que, au fond, comme on dit, c'est Dieu qui décide de tout. Il faut avoir la foi et dire que moi, si je travaille ici, et ne pas aussi dire qu'aujourd'hui, je veux, aujourd'hui, tout de suite, planter mon arbre et pour que demain, je puisse cueillir le fruit. Non, je pense que ça ne se passe pas comme ça. Les jeunes sont devenus impatients. Et ça, c'est aux parents de faire le travail, de les conscientiser et les faire comprendre d'abord que là-bas, ce n'est pas toujours l'Eldorado. C'est vrai qu'il y a certains peut-être qui arrivent, qui réussissent. Et ce sont peut-être ces jeunes-là qui sont arrivés et qui peut-être qui ont eu la chance. Parce que chance, c'est juste une question de chance. Il y a des gens qui sont en Europe, qui restent des mois, des années, qui n'ont pas de papier. Et quelqu'un qui arrive aujourd'hui, peut-être un mois après qu'il a un papier, mais c'est une affaire de chance. Donc, les jeunes qui sont là-bas, il faut qu'ils arrêtent de dire que la fille, ça va. Ici, ça va très bien. On réussit facilement, on gagne de l'argent, on travaille. Ce n'est pas toujours le cas. Sur 100 personnes peut-être qui essaient d'émigrer, peut-être il n'y a qu'une ou deux personnes qui vont réussir. C'est comme la lutte ici. Il y a beaucoup de jeunes qui font la lutte, mais qui va arriver au sommet? Sur 100, combien va arriver au sommet? Peut-être sur 4-5 peut-être. Donc il faut quand même essayer de rester et vivre ces réalités. Vivre ces réalités. Voilà, donc le conseil que je donne aux jeunes aujourd'hui, c'est d'accepter de travailler et d'être patient. On peut réussir en Afrique. On peut réussir en Afrique, on peut réussir au Sénégal. Waaw. Ça va? Ah, ça va léegi rek. Mbaa du dara ana oto bi? Ah, kanam la daal fan yii la am ay jafe-jafe panne sew sewaan rek. Xam nga wax mooy indi wax. Ah, jëf jàmm. Kay ma jox la sama scooter bi. Scooter? Waaw. Man loolu welo sax dama ko dawal. Scooter moom wax ma ci dara. Waxuma la nga di ko dawal. Ah. Mais di ci daw loué pour am dépense. Nga ni? Waaw. Ana scooter ba? Mu ngi fii. Ñu dem pas. Bu dee noonu rek loolu boo ko xoon de kon jóge nañ fi yàlla. Loolu moo ko dem pas nga toog nii rek am Cisio, atoy Cisio, Cisio, ajam chaku Cisio sako. Cisio, ajam chaku Cisio sako. Nanja kulim, jongo wafinyeme. Nanja kuara, jongo rona. Bernardo Mendy, jongo wafinyeme. Paulo Gomes, jongo rona. Peter Mendy, jongo wafinyeme. Pipi Barreto, jongo rona. Feliciano Gomes, jongo wafinyeme. Renato Gomes, jongo rona. João Cardoso, jongo wafinyeme. Tony Silva, jongo rona. Francisco Binanti, jongo wafinyeme. Renato Gomes.
jambali palo, mañana mebling, nanya kusina lempa, sara peni.